Comment augmenter le pouvoir d'achat? Aucun doute, ce thème va figurer en bonne place dans la campagne présidentielle. La controverse est d'ailleurs déjà lancée avec la prime dividende. Mais derrière la discussion sur les salaires et les revenus se profile une autre question. C'est celle qui concerne le niveau des marges et de la rentabilité des entreprises françaises. Nous voilà devant une longue polémique, celle du partage entre les salaires et les profits. Ce débat a un nom technique, c'est celui du partage de la valeur ajoutée. Pour nous éclairer avec rigueur sur ces enjeux, Xerfi Canal a invité l'un des meilleurs experts de ce sujet, Gilles Berset. Gilles Berset, bonjour. Bonjour. Gilles Berset, vous êtes le directeur des études microéconomiques et structurelles de la Banque de France. Vous êtes aussi professeur associé à l'Université de la Méditerranée et vous êtes membre du Conseil d'analyse économique, on dit auprès du Premier ministre. C'est ça la définition exacte. Vous venez de publier avec Philippe Askenazi et Alain Sylvain un livre qui est intitulé tout simplement « Le partage de la valeur ajoutée ». Alors on en parle beaucoup ces jours-ci avec le débat sur la prime dividende. Y a-t-il vraiment un problème de partage de la valeur ajoutée en France ? Alors si on regarde le partage de la valeur ajoutée à partir de l'indicateur le plus standard pour s'intéresser à cet objet, on constate que le partage de la valeur ajoutée est stable en France sur les 2 dernières décennies. Donc à ce titre-là, sur les 2 dernières décennies, il connaît des fluctuations assez réduites autour d'un niveau constant. Il a baissé assez fortement durant la crise, il s'est légèrement redressé en 2010 par rapport à son niveau de 2009, ce qui est tout à fait normal. Mais sur le moyen terme, il n'y a pas en France de déformation structurelle du partage de la valeur ajoutée. Donc vous venez de me dire là qu'il a légèrement baissé au moment de la crise et il s'est redressé au niveau antérieur. Donc il y a une espèce de force de rappel qui rend relativement stable ce partage. Alors, compte tenu de la baisse très marquée de 2008 et surtout de 2009, il n'a pas encore retrouvé en 2010 son niveau antérieur. Il est orienté à la hausse en 2010. Il devrait l'être encore sans doute en 2011. Néanmoins, on constate encore une fois que sur longue période, enfin sur les 2 dernières décennies, il n'y a pas en France de déformation structurelle du partage de la valeur ajoutée. Au sein des richesses produites par les entreprises, chaque année, la part qui revient au salaire et la part qui revient au profit, bien ces 2 parts-là restent à peu près constantes. Est-ce que c'est comparable avec ce qu'on observe dans d'autres pays avancés? Alors dans d'autres pays avancés, on observe des choses assez différentes. Il y a beaucoup de pays, d'abord, dans lesquels on observe, comme en France, une stabilité à moyen long terme du partage de la valeur ajoutée. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas du Royaume-Uni, donc des pays qui ne sont pas anecdotiques. Dans d'autres pays, on constate une augmentation considérable de la part des profits dans la valeur ajoutée. Et le principal d'entre eux, c'est l'Allemagne. En Allemagne, la part des profits a gagné 10 à 15 points environ depuis le milieu des années 90. C'est énorme. En Italie, au contraire... Bien avant les lois, bien avant l'agenda 2010, on avait... Bien avant l'agenda 2010, à partir du milieu des années 90, on observe ceci. Alors en Italie, au contraire, on observe une baisse très forte de la part des profits dans la valeur ajoutée. Néanmoins, donc stabilité en France, remontée des marges des entreprises en Allemagne et baisse en Italie. Absolument. Alors la remontée en Allemagne peut avoir un côté inquiétant. Pourquoi ça peut avoir un côté inquiétant? Parce que vous savez, comme moi, que l'Allemagne est notre principal partenaire économique. Quand on dit partenaire économique, ça veut dire concurrent économique. Et la France est un pays qui perd des parts de marché par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne gagne en compétitivité alors même que le taux de marge des entreprises augmente. C'est-à-dire que l'Allemagne, compte tenu de l'extrême modération salariale qu'elle pratique dans ses entreprises depuis le milieu des années 90, l'Allemagne peut à la fois gagner de la compétitivité des parts de marché et augmenter la part des profits dans la valeur ajoutée. Alors, il faut peut-être dire un petit mot technique sans y passer beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est que cette valeur ajoutée? En quoi elle se décompose? Alors, la valeur ajoutée, c'est la richesse produite par les entreprises, c'est-à-dire que c'est la valeur de leur production moins ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tous les inputs du type énergie, matières premières et autres qui sont intégrés, qui sont utilisés dans l'activité productive. Ça, c'est la valeur ajoutée. Ça, c'est la valeur ajoutée. Et elle se partage entre différents partenaires. Et elle se partage donc entre, quand on a une approche dite au coût des facteurs, entre 2 gros ensembles, ce qui revient
aux salariés, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour payer les salariés, à la fois les salaires nets, les cotisations sociales salariées, les cotisations sociales employeurs bien sûr, et puis ce qui ressort de la participation, de l'intéressement, de différents bonus, des stock options, tous les éléments de rémunération des salariés, et puis le solde, c'est l'excédent brut d'exploitation, ce qui rémunère de façon brute le capital. D'accord. On ne compte pas dans cette définition la part de l'État, finalement, puisque c'est l'un des partenaires qui se partagent la valeur ajoutée. Alors justement, je parlais de l'indicateur au coût des facteurs, puisque dans l'indicateur au coût des facteurs, on neutralise la part de l'État. On neutralise la part de l'État dans ses prélèvements indirects et dans ses subventions. On ne neutralise pas, bien évidemment, la part de l'État pour les impôts directs sur les profits des entreprises, de la même façon qu'on ne neutralise pas du côté des salariés pour les impôts directs prélevés sur les revenus des ménages, dont parmi ces revenus, leur salaire. Alors ce que vous expliquez dans votre livre, qui est un petit peu technique sur ce point-là, mais il faut en dire un mot, c'est que finalement, ce partage de la valeur ajoutée qui fait des grands débats, on se jette des chiffres à la figure, c'est très très compliqué à mesurer. Alors c'est compliqué à mesurer au sens où plusieurs indicateurs peuvent être mobilisés pour mesurer la part des salaires ou la part des profits dans la valeur ajoutée. D'abord, on peut avoir des approches, comme je l'évoquais tout à l'heure, au coût des facteurs, c'est-à-dire qui neutralisent l'intervention de l'État, ou des indicateurs qui ne neutralisent pas l'intervention de l'État. Mais ça modifie assez peu le diagnostic. Ce qui influence énormément le diagnostic, c'est le champ sur lequel on opère cette mesure. Est-ce qu'on opère sur l'ensemble de l'économie, sur l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire l'ensemble de l'économie, moins, pour faire bref, des administrations publiques. Sur l'ensemble des entreprises, on peut aussi avoir une approche un petit peu plus restrictive, le faire sur l'ensemble des sociétés, c'est-à-dire enlever les entrepreneurs individuels. Et puis au sein des sociétés, on peut s'intéresser aux seules sociétés non financières. Sur ce champ, certes restreint, l'indicateur est construit d'une façon beaucoup plus fiable sur le plan statistique. Mais le sentiment que j'ai eu à vous lire, c'est que finalement, selon le choix du champ, on peut choisir le chiffre qui nous arrange dans le débat. Alors, le champ a influencé énormément le diagnostic qu'on peut porter sur le partage de la valeur ajoutée. Sur l'ensemble des entreprises, ce qu'on observe, c'est que la part des salaires diminue. La part des salaires diminue dans le temps. Sur l'ensemble des sociétés, la part des salaires augmente. Et sur les seules sociétés non financières, la part des salaires ou la part des profits reste à peu près stabilisée sur un niveau assez constant sur les 2 dernières décennies, comme je le disais tout à l'heure. Alors ça, on va y revenir longuement, mais tout d'abord, est-ce qu'on a déjà vu, quelque part dans les pays avancés, des politiques volontaristes réussir pour modifier le partage de la valeur ajoutée ? Et est-ce que c'est là vraiment le problème, en fait ? Alors, je voulais juste, pour en finir avec les indicateurs, insister sur un aspect. Sur le plan économique, évidemment, ce qui serait le plus satisfaisant, c'est le champ le plus large. Quand on s'intéresse à l'économie française, on a envie d'avoir une image, une photographie, un diagnostic qui concerne l'ensemble de l'économie française ou, si possible, le champ le plus large dans l'économie française. Le problème, c'est que l'indicateur le plus exact sur le plan statistique est celui qui concerne le champ le plus restreint, les seules sociétés non financières. Donc dans la suite de ce que je vais évoquer, je parlerai des seules sociétés non financières sur lesquelles le partage est stabilisé sur les 2 dernières décennies. Mais d'autres analyses s'intéressent à un champ plus large avec énormément de fragilité statistique et peuvent aboutir à un diagnostic très fragile, mais différent de celui que j'évoque ici. D'accord, donc on part de cette base-là. Alors je reviens à cette question. Est-ce qu'on a déjà vu des politiques volontaristes réussir à modifier ce partage de la valeur ajoutée? Vous parliez de l'Allemagne tout à l'heure. Alors dans une économie de marché, ça ne fait pas sens. Dans une économie de marché, ça ne fait pas sens. Pourquoi ? Bien parce que les capitaux sont libres de circuler. Circuler non seulement dans notre pays, mais aussi entre la France et d'autres pays. Si on déforme le partage de la valeur ajoutée au détriment du capital, eh bien des capitaux, au lieu de s'investir en France, iront s'investir sous d'autres cieux, ce qui aura évidemment des conséquences négatives sur la dynamique de notre économie, sur la dynamique de l'emploi, sur la dynamique de chômage. Ça signifiera donc une hausse à terme du taux de chômage dans notre pays, puisque moins de capitaux viendront s'y investir. Et cette hausse du taux de chômage ralentira les revendications salariales et la progression des salaires, jusqu'à rétablir le partage de la valeur ajoutée à ce qu'il aurait été sans l'intervention publique. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une intervention publique, dans une économie ouverte et de marché, ne peut avoir qu'un impact transitoire
sur le partage de la valeur ajoutée. Cet impact ne peut pas mais durer. dans le cas de l'Allemagne, alors comment explique-t-on cette modification du partage de la valeur ajoutée? On l'explique par l'extrême modération salariale qui n'est pas décidée par les pouvoirs publics, mais qui résulte... Ce sont les relations avec entre les patronats et les syndicats. Qui résulte d'un pacte à l'allemande qu'on peut applaudir, qu'on peut critiquer. Certains l'applaudissent en disant voilà ce qu'il faut faire en France, regardez les succès allemands. D'autres le critiquent en disant si l'ensemble des pays industrialisés faisaient comme l'Allemagne, eh bien la demande mondiale se contracterait en quelque sorte, et on aurait moins de débouchés, moins de croissance. L'Allemagne gagne à cette stratégie de modération salariale, parce que l'Allemagne est le seul grand pays à mener cette stratégie, donc peut manger des parts de marché sur les autres. Elle ne mangerait des parts de marché sur personne, évidemment, si les autres pays menaient la même politique. Donc en Allemagne, c'est le fruit d'une espèce de pacte qui n'est pas écrit au niveau national, mais qui est souvent écrit dans des accords de branche qui, contre des engagements de préservation de l'emploi, eh bien, sanctuarisent une certaine modération des évolutions salariales. Alors Gilles Berset, vous avez insisté sur la stabilité de ce partage de la valeur ajoutée en France. Vous avez fait remarquer que les forces de marché dans une économie ouverte font que même si on mène une politique volontariste, en fait, on reviendrait pratiquement au point de départ. Mais alors d'où vient que le débat monte sans arrêt, justement, en France, sur le partage de la valeur ajoutée? Pourquoi ce ressenti, cette fixation autour de ce partage? Ce ressenti se comprend assez bien. On observe une stabilité globalement de la part de la rémunération du travail dans la valeur ajoutée sur les 2 dernières décennies. Pourtant, on observe simultanément une baisse pour 85% des salariés. Alors comment on peut associer ce constat de stabilité globale avec le constat d'une baisse pour 85% des salariés? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le vrai problème, ce n'est pas le partage de la valeur ajoutée. Voilà. Le vrai problème n'est pas le partage de la valeur ajoutée. Le vrai problème est ce qui se passe dans l'ensemble de la masse salariale. On observe en France, comme dans l'ensemble des pays industrialisés, comme dans l'ensemble des pays développés, une explosion des hautes rémunérations. Et donc les derniers centiles dans la distribution salariale connaissent une évolution de la rémunération beaucoup plus rapide que la moyenne. C'est-à-dire que les hauts salaires pondèrent terriblement la masse salariale, et donc on a le sentiment d'une stabilité de la part des salaires, alors qu'il y a une déformation, c'est ça que vous êtes en train de dire, au sein des salaires. Alors qu'au sein des salaires, l'écart se creuse. Alors qu'au sein des salaires, il y a eu une explosion des hautes rémunérations, et les salariés moyens, de ce point de vue-là, se sentent de plus en plus distancés par le haut. Ça, c'est général à l'ensemble des pays industrialisés. Ça a démarré plus tardivement en France. Il y a des pays où ça se sent encore davantage qu'en France? Il y a des pays dans lesquels ça a démarré bien plus tôt, dès le premier choc pétrolier, des pays comme le Royaume-Uni ou comme les États-Unis. Et aux États-Unis, ça atteint des proportions absolument ahurissantes qui ont été bien montrées, bien analysées par Thomas Piketty et Emmanuel Saez. Mais aux États-Unis, le top centile, le 1% des salariés les mieux payés, a capté environ la moitié de la croissance américaine depuis le premier choc pétrolier. C'est des chiffres hallucinants. Donc en France, on n'est pas du tout dans cet ordre de grandeur. Néanmoins, on a résisté pendant longtemps. Là, on met en dehors les stocks options. Hein. C'est vraiment ce qui est versé sous forme de... Ah non, on met les stocks options. Vous mettez les stocks options dedans. Ah oui, vous mettez les stocks options. Tous les éléments de rémunération du travail, y compris les stocks options. Et donc en France, on a connu cette déformation, cette explosion des hautes rémunérations de façon assez tardive par rapport aux pays anglo-saxons, 2 décennies plus tard, mais depuis le milieu des années 90, c'est quelque chose qu'on observe de façon forte. Hein. Donc une part salariale qui est de plus en plus inégalitaire, voilà. C'est là qui est le vrai problème. Le 1% des salaires les plus élevés en France a connu une augmentation de sa part dans la masse salariale de 1 point sur les 10 dernières années. Ça semble peu. C'est énorme. On est passé de 5 à 6, alors, en gros. Comment explique-t-on Alors ça, si vous me permettez, oui, c'est un premier facteur général à tous les pays industrialisés. Un deuxième facteur est très spécifique à la France, et il est très important, c'est l'augmentation rapide des bas salaires du fait de la dynamique du SMIC. La dynamique du SMIC a été très forte sur les 2 dernières décennies, et en particulier sur la dernière décennie. Et donc le premier décile dans la distribution des salaires, a connu une évolution très rapide sur les 2 dernières décennies. Et ça aboutit à quoi? Bien, ça aboutit à ce qu'entre le premier décile
et le 85e centile, le 95e centile, donc 85% des salariés, connaissent, eux, une frustration énorme, parce qu'ils voient leur part dans la valeur ajoutée diminuer, avec le sentiment d'être rattrapés par le bas, distancés par le haut, et de ne pas bénéficier de façon équitable des fruits de la croissance. En fait, les évolutions les plus rapides des rémunérations, c'est aux deux extrêmes. Absolument. Et absolument. la classe moyenne, au milieu, se sent prise en étau. Voilà. Et donc, s'il y a un problème de partage de la valeur ajoutée, il se situe là, et ce n'est pas un problème réellement de partage de la valeur ajoutée, c'est un problème d'évolution des rémunérations et un problème de bénéfice équitable des fruits de la croissance. Mais alors, si on part du les bas, salaires moyens étant sacrifiés. La question qui est posée, si on part du bas des rémunérations, la question qui est posée, c'est l'évolution du SMIC et les répercussions sur le vécu de l'ensemble des citoyens. En bas de l'échelle des salaires, c'est l'évolution du SMIC, absolument. Voilà. Alors ensuite, on va passer complètement de l'autre côté. C'est quoi? C'est une question de technicité, c'est une question de degré de qualification. Comment peut-on expliquer cette flambée des rémunérations? Pour le haut des rémunérations, eh bien c'est le fait qu'il y a je dirais une collusion qui a été de plus en plus forte entre le très haut management dans les entreprises et les détenteurs du capital. Cette porosité, cette collusion, cette circulation des personnes, cette technicité aussi, l'internationalisation du haut management a abouti à cette explosion des salaires. Alors cette explosion des salaires, dans un premier temps, a concerné des très grandes entreprises. Et puis, très grandes entreprises, et puis ensuite le secteur bancaire. Et puis après, les très grandes entreprises et l'ensemble du secteur bancaire, eh bien, a commencé à... Ce n'est pas que dans la finance. Ça n'est pas que dans la finance. Il y a une prime dans le domaine de la finance, certes, mais ça n'est pas que dans la finance, loin de là. Il y a un effet, vous expliquez dans le livre, qu'il y a un effet de propagation. En fait, dans ces hautes directions, on a intérêt à bien payer ses collaborateurs pour justifier son salaire. Absolument. Alors, un effet de propagation qui reste quand même limité, parce qu'encore une fois, ça concerne 3-4% grand maximum des salariés en France. Donc c'est quelque chose d'assez réduit. Mais ça ne concerne pas le demi% des salariés en haut de l'échelle. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que plus on s'élève dans l'échelle des salaires, et plus le phénomène est important. Alors on comprend bien les deux évolutions aux deux extrêmes, mais entre les deux, il y a là aussi des évolutions qui s'expliquent par le progrès technique, par les progrès de productivité. Alors, globalement, ce qu'on peut distribuer comme gain de pouvoir d'achat aux salariés, sur le moyen long terme, doit être équivalent au gain de productivité. À terme de l'échange inchangé, c'est-à-dire si on n'a pas de ponction sur l'économie française liée au fait que notre monnaie se dévaloriserait, notre monnaie commune, l'euro se dévaloriserait, ou du fait que le prix des matières premières augmenterait, il faudrait bien payer d'une façon ou d'une autre cette augmentation du prix de matières premières, eh bien en dehors de ce genre de phénomène, de ponction en quelque sorte, par l'étranger, l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires doit être équivalent à l'augmentation des gains de productivité. Est-ce que c'est le cas ? Sur le moyen terme pour stabiliser le partage de la valeur ajoutée. C'est le cas puisqu'on observe une stabilité du partage de la valeur ajoutée dans notre pays, comme dans de nombreux pays, sur moyenne période. Donc globalement, c'est le cas. Globalement, cette loi d'airain est bien respectée. En France, comme dans d'autres pays. Il n'y a pas d'augmentation des rémunérations possible sans gain de productivité sur le long terme. Voilà, sur le long terme, il n'y a pas d'augmentation possible. Ce qui pose immédiatement le problème du niveau de l'investissement en France. Voilà, il n'y a pas d'augmentation possible de la rémunération du travail sur le long terme sans gain de productivité, à moins de prendre le risque de décourager l'effort d'investissement. Donc il faut fortement, si je suis votre raisonnement, il faut fortement s'inquiéter dans la situation actuelle de la France, de la baisse du taux de marge, de la difficulté de l'investissement qui a fortement baissé pendant la crise, qui a légèrement remonté, mais qui ne rattrape absolument pas le niveau antérieur. Cela anticipe en fait une insuffisance de progrès de productivité pour la suite. Alors, on peut s'inquiéter de différentes choses. D'abord, on peut s'inquiéter derrière la stabilité du partage à moyen long terme, de la baisse en quelque sorte de ce qui revient en part de la valeur ajoutée à 85% des salariés. Ça signifie une augmentation des frustrations. Une augmentation des frustrations, évidemment, c'est source de risques et de risques sociaux, de mécontentement social à terme. Ça, c'est la première inquiétude légitime qu'on peut avoir. Une autre inquiétude
qu'on peut avoir est assez spécifique aussi à notre pays. C'est la baisse de la situation financière des sociétés non financières en France. Et cette baisse de la situation financière, on peut l'aborder à partir de différents indicateurs. On a construit par exemple des indicateurs de rentabilité assez sophistiqués. Ils sont orientés à la baisse en France depuis une dizaine d'années. Et puis quand on prend des indicateurs assez simples, comme le taux d'épargne des entreprises... Là, c'est au niveau de l'ensemble des sociétés. On ne sépare pas les grandes entreprises, les ETI et les PME. Absolument, c'est au niveau de l'ensemble des sociétés non financières. On observe une baisse aussi du taux d'épargne des sociétés non financières en France. Donc là, il y a une inquiétude. Mais si on prend par exemple, si on prend les PME, les ETI, est-ce qu'on observe sur cette cible spécifique une baisse du taux de marge? D'abord, il faut être très très prudent quand on travaille sur des tailles d'entreprise, sur des parties encore plus restreintes de l'économie, parce que les sources d'information ne sont pas forcément exhaustives, peuvent donner une image plus fragile des réalités que des indicateurs plus complets. Néanmoins, ce qu'on observe sur l'ensemble des PME, c'est une déformation, une baisse de la situation, une dégradation de la situation financière des entreprises, qui serait peut-être un petit peu plus aggravé que ce qu'on observe sur la moyenne des sociétés non financières. Mais je reste très prudent dans alors ce diagnostic. Même que les observations montrent que les grandes entreprises françaises ont des niveaux de trésorerie spectaculairement élevés. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire pour elles, ça va mieux que pour les PME. Donc on est dans une situation en France, enfin comparé à nos concurrents européens, appelons-les comme ça, en tout cas l'Allemagne est un grand concurrent, où nous avons des taux de marge nettement inférieurs à ceux de l'Allemagne, qui sont en train de monter, peut-être meilleurs que ceux de l'Italie. Vous m'avez dit que ça se dégradait en Italie. Alors, mais donc une concurrence avec l'Allemagne qui va être de plus en plus difficile. Alors il faut faire très attention aux comparaisons de niveau. La comparaison de niveau de taux de marge entre pays est très délicate au sens où la fiscalité n'est pas la même, fiscalité sur les revenus des ménages, sur les résultats des entreprises. Donc la comparaison des niveaux est très très fragilisée. Par exemple, les États-Unis connaissent un niveau de taux de marge beaucoup plus bas que celui qu'on connaît dans les grands pays européens depuis très très longtemps. Et pourtant, les États-Unis ont connu une croissance très forte à certains moments sur les 2 dernières décennies. Donc la comparaison des niveaux est fragile. Ce qui compte, c'est l'orientation. En Allemagne, orientation à la hausse, structurellement à la hausse, en dehors du contexte de crise, encore une fois, des 3 dernières années. En Allemagne, orientation à la hausse. En France, stabilité. En Italie, orientation à la baisse. Ça, ce sont des éléments, évidemment, qui laissent à réfléchir. Ça signifie quoi? Bien, ça signifie qu'en Allemagne, il y a déjà eu des gains de compétitivité, mais il y a des réserves, il y a des buffers, au sens où l'Allemagne pourrait, si elle s'arrêtait de distribuer en quelque sorte aux détenteurs du capital sous forme de dividendes une bonne partie, une part croissante des richesses produites, eh bien pourrait augmenter encore ses gains de compétitivité. Du côté de l'Italie, la stabilité des parts de marché ou la baisse des parts de marché s'accompagne d'efforts des entreprises du côté du taux de marge qui sont lourds de menaces évidemment pour l'avenir. En France, stabilité du partage, mais dégradation de la situation financière des entreprises, ce qui est évidemment lourd de menaces pour les entreprises françaises. Alors ce qui est paradoxal, vous avez évoqué les dividendes pour l'Allemagne, alors parlons des dividendes en France. Ce qui est paradoxal, d'après vos analyses, c'est que le poids des dividendes augmente en France. Voilà. Ce qui est vraiment très spectaculaire dans un pays comme la France, c'est en point de valeur ajoutée, l'augmentation des dividendes versés par les sociétés non financières depuis quasiment le premier choc pétrolier. Alors par quoi a été financée cette augmentation des dividendes? Eh bien sur les 2 dernières décennies, cette augmentation des dividendes en point de valeur ajoutée a principalement été financée par la baisse des frais financiers. Alors, on pourrait dire, tout va bien, les entreprises françaises se financent plus par capitaux propres que par recours à l'endettement. Eh bien non. Non, le taux d'endettement des entreprises françaises, des sociétés non financières françaises, n'a pas arrêté d'augmenter. La baisse des frais financiers reflète la baisse des taux d'intérêt dont la France a bénéficié, entre autres, par le passage à l'euro et la disparition des primes de risque que subissait la France avant l'euro. Le problème, c'est que cette baisse des taux d'intérêt n'est pas prolongeable à l'infini. Et l'augmentation des dividendes qui a pu être financée par cette baisse des charges financières des sociétés non financières, eh bien, cette augmentation des dividendes ne pourra plus être financée de la même façon. Alors, faiblesse de l'investissement en France, augmentation du poids des dividendes, comment peut-on expliquer
ce comportement des dirigeants français finalement? Alors, faiblesse d'investissement, le diagnostic doit être nuancé. Quand on se compare à des pays comme l'Allemagne, on voit que le taux d'investissement est en France relativement comparable à ce qu'il est en Allemagne, globalement considéré, pour l'ensemble des sociétés non financières. Donc à ce titre-là, il n'y a pas forcément une faiblesse de l'investissement. La grande faiblesse de l'économie française, c'est bien sûr sa faiblesse en dépenses d'innovation et surtout sa faiblesse en dépenses d'innovation privées. On voit que les dépenses en recherche et développement représentent une part de produit intérieur brut plus faible en France qu'en Allemagne. Et au sein de ces dépenses de recherche et en développement, la part du privé est beaucoup plus faible en France que ce qu'elle est dans d'autres pays comme l'Allemagne. Donc cet effort d'innovation qui est la source des gains de performance, de productivité et de compétitivité à terme, eh bien ces dépenses qui sous-tendent l'innovation sont plus faibles en France que chez beaucoup de nos partenaires, dont l'Allemagne. C'est ça le caractère inquiétant, je dirais, de la structure de l'investissement en France. Eh bien, c'est sur cette conclusion que nous allons nous arrêter. Gilles Berset, merci beaucoup. Merci.